Chapitre 1, l'appel qui a tout changé. Vincent Torres était assis dans son bureau, examinant les plans de son dernier projet de construction, lorsque son téléphone a sonné. 23 ans de mariage lui avaient appris à reconnaître les ennuis, mais rien n'aurait pu le préparer à la voix de Vincent Torres. Sa voix était douce, assurée, avec une pointe de suffisance qui a immédiatement fait grincer les dents de Vincent. À l'appareil, c'est Connor Fitzgerald. Je crois qu'il faut qu'on parle d'Amanda. L'aiguille de Vincent s'est arrêtée sur le plan. Amanda était sa femme, depuis plus de 20 ans. Ils avaient bâti une vie ensemble, élevé 2 enfants, traversé des tempêtes qui auraient brisé des couples plus fragiles, du moins c'est ce qu'ils pensaient. Qui est-ce? La voix de Vincent est tombée à ce ton bas et dangereux qui avait autrefois fait réfléchir les combattants ennemis pendant ces années d'interrogatoire dans le corps des marines. Amanda est avec moi maintenant. Connor a continué d'une voix ruisselante de satisfaction. Elle est avec moi depuis des mois. Elle voulait que je t'appelle parce qu'elle n'a pas le courage de le faire elle-même. Vincent resserra son emprise sur le téléphone. Par la fenêtre de son bureau, il pouvait voir la Mercedes d'Amanda dans l'allée. Elle avait prétendu être au club de lecture ce soir, le même mensonge qu'elle utilisait depuis des semaines. Elle demande le divorce. Connor insista, la moitié de tout ce que tu as construit, la moitié de ton entreprise de construction, la moitié de tes biens. Mais voilà le truc, Vincent, si tu veux discuter des conditions, tu devras passer par mon avocat. Je ne suis pas intéressé à traiter avec toi directement. La ligne se tut, à l'exception de la respiration contrôlée de Vincent. Lorsqu'il était marine, il avait appris à canaliser sa rage en calcul froid. 23 ans de vie civile n'avaient pas émoussé cette compétence. Comment s'appelle l'avocat? Vincent demanda calmement, Robert Henley, Centre-ville. Vous pouvez le joindre lundi matin. Connor marqua une pause, s'attendant visiblement à une explosion qui ne vint jamais. Oh, et Vincent, n'essaie pas d'appeler Amanda. Ses numéros ont changé. La ligne fut coupée. Vincent posa le téléphone avec une précision délibérée et se dirigea vers la fenêtre. La voiture d'Amanda était toujours là, mais la femme qu'il croyait connaître était déjà partie. Il sortit son ordinateur portable et commença à taper, d'abord une recherche sur Connor Fitzgerald, puis sur Robert Henley, Connors. Les réseaux sociaux dépeignaient le portrait d'un agent immobilier qui conduisait des voitures de luxe et portait des montres valant plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Des photos le montraient à des galas de charité et à des événements de country club, toujours avec une femme différente à son bras. Jusqu'à récemment, des photos récentes montraient Amanda, l'Amanda de Vincent, souriant aux côtés de Connor au restaurant. Vincent ne pouvait pas se permettre son salaire de propriétaire d'entreprise de construction. Mais c'est l'avocat qui glaça le sang de Vincent. Robert Henley n'était pas n'importe quel avocat. C'était le même Robert Henley qui avait servi d'avocat lors de l'audience de Vincent devant la cour martiale 15 ans plus tôt, l'audience qui avait mis fin à la carrière militaire de Vincent dans la disgrâce et l'avait presque envoyé en prison. Vincent se renversa dans son fauteuil, un sourire glacial éclairant son visage buriné. Connor Fitzgerald venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Il avait choisi le seul avocat de la ville qui savait exactement de quoi Vincent Torres était capable. Poussé trop loin, la porte d'entrée s'ouvrit et la voix d'Amanda résonna dans la maison. « Vince, je suis rentré. » Vincent ferma son ordinateur portable et regarda sa montre, 23h47. Le club de lecture devait se terminer à 21h dans le bureau. Il rappela sa voix, sans rien laisser paraître. Amanda apparut dans l'embrasure de la porte. Ses cheveux blonds étaient légèrement ternis, son rouge à lèvres disparut. Ses vêtements froissés racontaient leur histoire. Elle avait toujours été belle. C'est ce qui avait d'abord attiré son attention 25 ans plus tôt, lors de leur rencontre à une fête universitaire. Mais maintenant, en la revoyant après l'appel de Connor, Vincent remarqua des choses. Il avait été aveugle à la culpabilité dans son regard, à sa façon d'éviter son regard, aux bijoux coûteux qui ne venaient pas de lui. « Comment s'est passé le club de lecture » demanda-t-il. « Oh, tu sais comment c'est. Nous nous sommes laissés emporter par la discussion sur la fin. » Elle s'est dirigée vers le bar à alcool et s'est servi un généreux verre de vin. Ses mains tremblaient légèrement. « Quel livre lis-tu » Amanda s'est figée un instant. Le nouveau thriller dont tout le monde parle. Je ne me souviens plus du titre exact. Vincent hocha lentement la tête. Ça a l'air intéressant. Je vais peut-être en prendre un exemplaire. Je ne pense pas que tu l'apprécierais, dit-elle rapidement. C'est plutôt un livre pour femmes. Je vois.
Vincent se leva et se dirigea vers Amanda, près du bar. Elle s'énerva à son approche, mais il se contenta de contourner Amanda pour prendre son propre verre. J'ai reçu un appel intéressant ce soir. Le verre de vin d'Amanda lui glissa des doigts et se brisa sur le parquet. Du vin rouge se répandit sur les planches comme du sang. Oh mon Dieu, je suis tellement maladroite. Halta-t-elle en se laissant tomber à genoux pour rassembler les morceaux. Vincent s'agenouilla près d'elle, ses grandes mains couvrant les siennes, arrêtant ses mouvements frénétiques. Lorsqu'elle releva les yeux, il observait son visage avec la même intensité qu'il réservait autrefois aux prisonniers ennemis. « Attention, dit-il doucement. Tu ne veux pas te couper. » Dans ses yeux, il lut tout ce que Connor lui avait dit être vrai. Mais il vit aussi quelque chose que Connor ne pouvait pas savoir, la peur. Amanda le connaissait suffisamment pour reconnaître le calme dangereux dans sa voix. « Vince, je l'aidai à se relever, sa poigne douce mais ferme. Laisse-moi nettoyer ça. Tu as l'air fatigué. Pourquoi n'irais-tu pas te coucher ?» Amanda recula vers la porte, sans le quitter des yeux. « Tu montes tout à l'heure ? J'ai du travail à finir. » Après son départ, Vincent nettoya le verre brisé et le vin renversé avec une précision méthodique. Puis il retourna à son ordinateur et commença à dresser une liste, nom, adresse, numéro de téléphone, vulnérabilité. Les compétences qui avaient fait de lui l'interrogateur le plus efficace du corps des marines, celle-là même qui lui avait valu d'être traduit en cour martiale pour avoir été trop loin avec un combattant ennemi, allait être à nouveau mise à contribution. Connor Fitzgerald avait déclaré la guerre. Il ne le savait simplement pas encore. Chapitre 2, un fantôme du passé. Le lundi matin, gris et froid, s'accorda parfaitement avec l'humeur de Vincent, debout devant le cabinet d'avocats Hanley & Associates, en centre-ville. Le bâtiment était ancien, respectable, avec cette élégance discrète qui suggérait que des sommes importantes avaient été échangées entre ses murs. Vincent avait passé le week-end à jouer le rôle du mari inconscient, tandis qu'Amanda, nerveuse, accomplissait ses gestes habituels. Elle avait préparé son petit déjeuner préféré le dimanche matin, s'attendant visiblement à ce qu'il dise quelque chose à propos de l'appel de Connor. Comme il ne le faisait pas, son anxiété avait atteint un tel point qu'elle s'était excusée à 2 reprises pour passer des appels téléphoniques, ce qui la rendait chaque fois plus stressée. La réceptionniste la dirigeait vers le 3e étage, où se trouvait le bureau de Robert Hanley. La suite d'angle. Vincent frappa une fois et entra sans attendre la permission, une habitude héritée de son temps militaire qui avait tendance à déstabiliser les civils. L'homme derrière le bureau en acajou leva brusquement les yeux, puis se figea en le reconnaissant. Robert Hanley avait bien vieilli pour un sexagénaire, ses cheveux argentés impeccablement coiffés, son costume bleu marine, coûteux et parfaitement taillé. Mais 15 ans n'avaient pas suffi à lui faire oublier l'homme qui avait failli mettre un terme à sa carrière. « Oui, je suis le mari », dit Vincent en s'installant dans le fauteuil en cuir en face du bureau de Hanley sans y être invité. Le visage de l'avocat pâlit, sa main tremblant légèrement tandis qu'il attrapait son verre d'eau. « Vincent, j'ignorais que vous représentiez l'homme qui couche avec ma femme. » La voix de Vincent était conversationnelle, presque amicale. Drôle de coïncidence, n'est-ce pas? La pomme d'Adam de Hanley tressauta tandis qu'il déglutit difficilement. Lors du procès de Vincent, le maréchal Hanley avait été le témoin principal du procureur, celui qui. Il a fourni la justification légale pour accuser Vincent d'usage excessif de la force lors d'un interrogatoire. L'affaire avait été classée sans suite pour vice de forme, mais pas avant que la carrière militaire de Vincent ne soit détruite et sa réputation entachée. « Je devrais probablement me récuser de cette affaire », dit Hanley en attrapant son téléphone. « Oh, je ne pense pas que ce soit nécessaire. » Vincent se pencha en avant, les coudes sur les genoux, la posture décontractée, mais le regard rivé sur celui de Hanley. « Après tout, nous avons une histoire commune, nous nous comprenons. » La main de Hanley s'éloigna du téléphone. « Que veux-tu, Vincent ? Juste parler, homme à homme, de ma femme, de Connor Fitzgerald, de l'avenir ?» Vincent sourit, mais sans la moindre chaleur. « Voyez-vous, j'ai fait des recherches depuis l'appel de Connor. Homme intéressant, votre client, saviez-vous qu'il a déjà été marié 2 fois ? Les 2 mariages se sont soldés par des divorces houleux lorsque ses épouses ont découvert ces liaisons. Je ne peux pas discuter des affaires personnelles de mon client, bien sûr que non. Le secret professionnel, etc. Vincent fit un signe de la main dédaigneux. Mais je peux parler de ma femme. 23 ans de mariage, Robert, 23 ans à construire quelque chose ensemble.
Bien sûr, tu sais ce qu'est une construction pour la détruire, non? Le visage dans les s'empourpra, c'était différent. Tu as torturé un prisonnier, Vincent. Je faisais mon travail. Et toi? La voix de Vincent baissa à peine, car il me semble m'en souvenir. Tu avais des problèmes financiers intéressants à cette époque, des dettes de jeu. N'était-ce pas étrange que ces dettes aient disparu juste après la clôture de mon affaire? Le silence dans le bureau était assourdissant. La respiration dans l'air était devenue superficielle et une fine couche de sueur perlait sur son front, malgré la climatisation. Je ne vois pas ce que tu insinues. Je n'insinue rien. J'énonce des faits. Vincent fouilla dans la poche de sa veste et en sortit un dossier en papier craft qu'il posa sur le bureau entre eux. Souhaites-tu voir? La banque enregistre le virement d'un compte offshore sur ton compte courant personnel. 3 jours plus tard. Ma conférence de presse prit fin. Henley fixa le dossier comme s'il contenait un serpent venimeux. Comment avez-vous fait? Vous seriez étonné de ce que 15 ans et les bonnes relations peuvent révéler. Les services secrets militaires ont la mémoire longue et une portée plus grande. Vincent tapota le dossier. Ce n'est qu'une copie, bien sûr. Les originaux sont en lieu sûr, ainsi que des enregistrements audio très intéressants de cette époque. Que voulez-vous? La voix dans l'air était à peine un murmure. Vincent se renversa dans son fauteuil, apparemment détendu. Pour l'instant, rien. Je suis juste ici pour discuter du divorce de ma femme, rappelez-vous, même si je dois dire que la proposition de Connor m'intrigue. Que propose-t-il exactement à Amanda en échange de la moitié de mon travail? Henley fouillait dans des papiers sur son bureau, les mains tremblantes. Il a proposé de la soutenir pendant la procédure de divorce, de l'aider à construire une nouvelle vie. Quelle générosité! Et qu'en retire-t-il? Moi, je ne peux pas, bien sûr que vous ne pouvez pas, mais laissez-moi vous dire. Je suppose qu'il obtient l'épouse dévouée d'un homme d'affaires prospère, ainsi que la moitié de ses biens. Pas mal pour un agent immobilier en difficulté depuis la chute du marché. Les recherches de Vincent avaient révélé les problèmes financiers de Connor, cachés sous la façade de jouets coûteux achetés à crédit. Henley leva brusquement les yeux. Comment connaissiez-vous sa situation financière? Vincent sourit. De la même manière que je connais la vôtre, de la même manière que je connais les 3 autres femmes que Connor fréquente depuis qu'il couche avec ma femme, de la même manière que je connais sa consommation de cocaïne et ses parties de poker clandestines. La bouche de l'avocat s'ouvrit et se referma comme un poisson hors de l'eau. Mais voici ce que je trouve le plus intéressant. Vincent resta debout et récupéra son dossier. Connor vous a choisi comme avocat. De tous les avocats spécialisés en divorce de cette ville, il a choisi l'homme qui avait le pouvoir de me détruire il y a 15 ans. Cela semble plus qu'une coïncidence. Je ne comprends pas, réfléchit Robert. Qui en saurait assez sur mon passé pour dire à Connor exactement lequel des boutons à appuyer? Qui aurait cru que vous embaucher serait la guerre psychologique idéale? Vincent se dirigea vers la porte, puis marqua une pause. Je te recontactais, Vincent. Attendez. Mais Vincent était déjà parti, laissant Robert Henley seul avec ses dossiers, ses secrets et la prise de conscience grandissante qu'il était devenu un pion dans un jeu bien plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Dans l'ascenseur, Vincent s'autorisa. Un léger sourire. Connor Fitzgerald pensait jouer aux échecs, mais il venait de révéler que quelqu'un d'autre déplaçait les pièces, quelqu'un qui connaissait le passé de Vincent, quelqu'un qui avait délibérément lié Connor à Henley. Le jeu était plus complexe qu'il n'y paraissait, mais Vincent avait passé des années à apprendre à anticiper 3 coups. Lorsque l'ascenseur atteignit le rez-de-chaussée, il avait déjà commencé à planifier son prochain coup. Chapitre 3, le chasseur devient la proie. Le bureau de construction de Vincent se trouvait dans une zone industrielle à la périphérie de la ville, un bâtiment pratique qui reflétait son approche pragmatique des affaires. Il a construit Torres Construction de toutes pièces après sa démobilisation, en formant une petite équipe et en empruntant. Il a transformé son équipement en l'un des entrepreneurs commerciaux les plus respectés de la ville. En examinant les dossiers de l'entreprise, il cherchait quelque chose de précis, et il l'a trouvé dans un dossier intitulé « Projet de développement Riverside ». Le nom de Connor Fitzgerald figurait sur les documents immobiliers, il était l'agent immobilier chargé de l'inscription des condominiums de luxe que l'entreprise de Vincent avait construit 2 ans auparavant. C'était un lien si évident qu'il l'avait complètement manqué, dissimulé au grand jour parmi des centaines de relations d'affaires. Son assistante, Maria Santos, a frappé à sa porte alors qu'elle avait la cinquantaine.
Elle travaillait pour l'entreprise depuis 8 ans et comprenait intuitivement quand Vincent avait besoin d'espace et quand il avait besoin d'informations. Les dossiers du projet Henderson que vous avez demandé, a-t-elle dit en posant une pile de dossiers sur son bureau. Et Vincent, cet agent immobilier, a appelé 3 fois ce matin. Connor Fitzgerald a dit que c'était urgent. Vincent a levé les yeux des dossiers Riverside. A-t-il dit ce qu'il voulait? Quelque chose à propos d'une inspection immobilière qui devait être accélérée? Il semblait agité. Vincent a regardé sa montre, 14h30. Passez-le me voir. Maria composa le numéro depuis le téléphone fixe, puis tendit le combiné à Vincent. La voix de Connor était tendue, bien loin de la confiance suffisante de l'appel de vendredi soir. Vincent, Dieu merci, j'ai besoin de ton aide. L'ironie n'échappa pas à Vincent, mon aide. C'est intéressant, compte tenu de notre dernière conversation. Écoutez, je sais que c'est gênant, mais j'ai un client qui cherche désespérément à conclure l'achat d'une propriété construite par votre entreprise. L'acheteur veut une inspection aujourd'hui, sinon la transaction échoue. On parle d'une vente à $1 million. Quelle propriété? Le lotissement Riverside, unité 4B. Je sais que c'est un court préavis, mais je serai là dans 1 heure, dit Vincent en raccrochant avant que Connor ne puisse répondre. Maria haussa un sourcil. C'est l'homme qui couche avec ta femme, n'est-ce pas? Vincent avait toujours apprécié la franchise de Maria. Elle avait immigré du Salvador sans rien, s'était bâti une vie grâce à sa détermination et à son travail acharné, et n'avait aucune patience pour ceux qui détruisaient ce que d'autres avaient construit. Parmi Vincent confirma, vous voulez que j'appelle les gars. Miguel et Tony seraient ravis de vous accompagner à l'inspection. Vincent y réfléchit. Miguel et Tony étaient ses contremaîtres, tous 2 anciens militaires, 2 hommes qui comprenaient la loyauté et toléraient peu la trahison. Mais cela exigeait de la finesse, pas de la force, pas aujourd'hui, mais il fallait les garder en alerte. Le trajet jusqu'au complexe Riverside donna à Vincent le temps de réfléchir. L'urgence de Connor suggérait du désespoir, ce qui signifiait que les recherches de Vincent pendant le week-end avaient déjà commencé à porter leurs fruits. Quelques appels téléphoniques soigneusement placés à des contacts dans le milieu immobilier avaient lancé des rumeurs sur la stabilité financière de Connor. Rien de concret, rien qui puisse remonter à Vincent, mais suffisamment pour susciter des questions chez les clients nerveux. Le complexe Riverside était la fierté de Vincent, 12 condominiums de luxe surplombant le fleuve, chacun un chef-d'œuvre de design et de construction moderne. L'unité 4B était au dernier étage, avec des baies vitrées et un balcon panoramique offrant une vue imprenable. Connor attendait dans le hall, son apparence soignée habituelle, légèrement effilochée. Les bords, son costume coûteux était froissé, ses cheveux moins bien coiffés et des cernes sous ses yeux suggéraient qu'il avait mal dormi. Vincent, je ne peux pas vous dire à quel point j'apprécie ça. Juste pour affaire, répondit Vincent en le conduisant vers l'ascenseur. Qui est l'acheteur? Un cadre technologique qui déménage de Californie. Achat comptant, sans condition de financement. La transaction doit être conclue d'ici vendredi, sinon il s'en va. Ils prirent l'ascenseur en silence, Connor tripotant son téléphone, tandis que Vincent observait de près l'homme qui couchait avec sa femme. Connor était plus petit que sur les photos, probablement 1,73 mètres contre 1,88 mètres pour Vincent, avec l'air doux de quelqu'un qui n'avait jamais fait de travail physique. L'unité 4B était exactement comme Vincent s'en souvenait, impeccable, élégante, un témoignage du savoir-faire de son entreprise. Mais en entrant, Vincent remarqua quelque chose qui le glaça. Un choix intéressant pour un célibataire, dit-il, notant les touches féminines disséminées dans l'unité, un foulard féminin. La chaise de la salle à manger, un parfum coûteux sur le comptoir de la salle de bain, une photo encadrée sur la table de chevet qu'il reconnaissait même de l'autre côté de la pièce. Connor suivit son regard vers la photo, Amanda riant à une blague privée, paraissant plus jeune et plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des années. Vincent, je peux expliquer, et toi? Vincent s'approcha de la photo, remarquant l'arrière-plan, un restaurant où il n'était jamais allé, trop cher pour son budget d'ouvrier du bâtiment. Quand a-t-elle été prise? Moi, ce n'est pas. Elle m'aidait juste à mettre en scène l'appartement. Vincent se retourna lentement, ses mouvements délibérés et contrôlés. Dans un coin du salon était assis un fauteuil en cuir. Il reconnut celui qu'Amanda avait prétendu être en train d'être retapissé. À côté se trouvait une cave à vin remplie de millésimes de leur propre vendeur. Tu vis ici, dit Vincent. Ce n'était pas une question. Le visage de Connor était devenu blanc.
L'acheteur ne viendra pas. Si. Il n'y a pas d'acheteur. Vincent sourit, mais c'était le sourire du prédateur. Il avait prévenu lors des interrogatoires. Oh, là j'étais acheteur jusqu'à ce matin, lorsque certaines informations sur les antécédents de l'agent immobilier ont été révélées. Il semble que les clients potentiels n'aiment pas travailler avec des personnes ayant des problèmes financiers non déclarés. Comment avez-vous fait? De la même manière que je sais pour la cocaïne, Connor, de la même manière que je sais pour les dettes de jeu que vous cachez à Amanda, de la même manière que je sais pour les autres femmes. Vincent s'est rapproché, poussant Connor vers le balcon. Pensiez-vous vraiment pouvoir prendre ma femme, mon argent, le travail de ma vie? Je me suis roulé sur le dos de Connor et j'ai heurté la porte coulissante en verre. Vincent, s'il vous plaît, vous ne comprenez pas, Amanda est venue vers moi. Elle a dit, tu deviendrais froid, distant. Elle a dit que le mariage était déjà terminé. C'est bien ce qu'elle a dit? Vincent a dépassé Connor et a ouvert la porte du balcon. L'air frais de l'automne s'est engouffré dans la pièce, et vous l'avez cru. Ils étaient au 12e étage. Le vent était plus fort ici, fouettant les cheveux de Connor alors qu'il agrippait le chambranle. Elle-même, a dit Connor désespérément. Je vais construire une vie ensemble avec mon argent. Elle mérite mieux, alors. La main de Vincent se tendit brusquement, saisissant la gorge de Connor et le soulevant légèrement. Le mouvement était si rapide, si précisément contrôlé, que Connor eut à peine le temps de comprendre ce qui se passait avant de se retrouver face à un tueur entraîné. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Vincent dit d'une voix d'un calme mortel, malgré le vent. J'ai passé 12 ans dans les marines, à acquérir des compétences très spécifiques, des compétences qui me maintenaient en vie là où des hommes faibles comme vous ne survivraient pas 12 minutes. Il exerçait juste assez de pression pour rendre la respiration difficile, mais pas impossible. Ces compétences n'ont pas disparu lorsque je suis devenu civil. Les mains de Connor griffèrent le poignet de Vincent, mais c'était comme essayer de déplacer un câble d'acier. Je suis au courant de votre arrangement avec Robert Henley. Vincent continua, je sais que quelqu'un vous a poussé à faire ça, quelqu'un qui savait exactement comment me faire du mal. Mais voilà ce que vous ignoriez, je ne me brise pas, je ne plie pas et je ne pardonne certainement pas. Il relâcha Connor, qui s'effondra contre lui. L'encadrement de la porte, haletant, tu as 24 heures pour mettre fin à cette mascarade avec ma femme et disparaître de cette ville, dit Vincent en rajustant sa veste. Si tu ne le fais pas, je te montrerai ce qui arrive à ceux qui essaient de prendre ce qui m'appartient. Tu ne peux pas me menacer, Connor. Il sortit son téléphone et montra à Connor l'écran, une application d'enregistrement qui fonctionnait depuis leur entrée dans l'appartement. Dis-leur que tu m'as attiré ici sous de faux prétextes, dans l'appartement où tu vis avec ma femme, et que tu me volais pendant que je couchais avec elle. Il rangea le téléphone. Vas-y, appelle-les, j'attends. Connor ne dit rien, les yeux écarquillés, conscient d'avoir été complètement déjoué. Choix judicieux, dit Vincent en se dirigeant vers la porte. 2 heures, Connor, ne me teste pas, alors que l'ascenseur descendait, Vincent ressentit le calme familier qui accompagne une action décisive. Connor s'enfuirait les hommes comme lui le faisait toujours face à de réelles conséquences. Mais fuir ne le ferait pas sauver-le, car Vincent savait maintenant que quelqu'un d'autre était derrière tout ça, quelqu'un qui avait orchestré toute la situation. Et Vincent Torres n'avait jamais laissé un ennemi derrière lui. Chapitre 4, la toile se dénoue. Amanda était assise à la table de la cuisine lorsque Vincent arriva, son téléphone portable posé sur le côté, à côté d'une tasse de café intacte. Elle leva les yeux à son entrée, les yeux rougis par les larmes, son calme habituel, brisé. Connor appela, dit-elle simplement. Vincent accrocha ses clés au crochet près de la porte, remarquant que les valises d'Amanda, le luxueux ensemble qu'il lui avait offert pour leurs 10 ans de mariage, étaient empilées près de l'escalier, n'est-ce pas? Vincent se dirigea vers la cafetière et se versa une tasse d'une main ferme. Qu'avait-il à dire? Il dit, vous l'avez menacé. Il dit, vous savez pour nous. Sa voix était faible, défaite. Vincent s'assit en face d'elle à la table où ils avaient partagé des milliers de repas, discuté de l'avenir de leurs enfants, planifié leur retraite. En fin d'après-midi, son fils penchait par les fenêtres, soulignant les larmes sur les joues d'Amanda. Je sais beaucoup de choses, dit-il doucement. Je sais pour l'unité de Riverside où tu joues à la petite amie avec lui. Je sais pour l'argent que tu as prélevé sur notre compte commun pour financer votre nouvelle relation. Je sais pour les mensonges, les clubs de lecture fictifs, les amis que tu utilises comme alibi.
Le sang-froid d'Amanda se brisa complètement. Je n'avais jamais voulu que ça se passe comme ça. Tu dois me croire, n'est-ce pas? Vincent étudia le visage de sa femme, cherchant une trace de la femme dont il était tombé amoureux 25 ans plus tôt. Depuis combien de temps, Amanda? Depuis combien de temps prévois-tu de me quitter pour lui? Ce n'est pas le cas. Ce n'était pas prévu, c'est arrivé comme ça. Le mot est sorti sans ménagement. En fait, Connor n'a pas engagé par hasard le seul avocat de cette ville capable de me faire du mal. Tu n'as pas couché par hasard avec un homme spécialisé dans la séduction des femmes mariées. C'était orchestré. Les yeux d'Amanda se détournèrent des siens, confirmant ce qu'il soupçonnait. Je ne vois pas ce que tu veux dire. On t'a parlé de mon passé, n'est-ce pas? On t'a expliqué précisément sur quel bouton appuyer, quels avocats engager, comment rendre la situation aussi douloureuse que possible. Vincent se pencha en avant. Qui était Amanda, qui tirait les ficelles? Personne ne tire les ficelles. Je suis tombée amoureuse d'un homme qui t'a utilisé pour m'atteindre. La voix de Vincent resta calme, mais il y avait de l'acier sous ses yeux. Connor a brisé Amanda. Son agence immobilière est en faillite, il a des dettes de jeu et une dépendance à la cocaïne qui devient incontrôlable. Tu n'es pas son échappatoire à une vie solitaire, tu es son gagne-pain. Amanda secoua violemment la tête. Ce n'est pas vrai. Il m'aime, n'est-ce pas? Alors? Pourquoi m'a-t-il appelé pour me supplier de l'aider à faire une fausse inspection immobilière cet après-midi? Pourquoi essaie-t-il désespérément de conclure des affaires qui n'existent pas? Vincent sortit son téléphone et lui montra une série de photos prises à l'appartement Riverside. Un homme amoureux emménage-t-il vraiment sa petite amie dans un appartement qu'il essaie de vendre? Les photos montraient l'appartement mis en scène, les effets personnels, le vin de leur propre vendeur. Amanda les fixa, le visage blême. Il dit que c'était temporaire jusqu'à ce qu'on trouve un logement ensemble. Il t'a menti, comme tu m'as menti. Vincent rangea son téléphone, mais ce n'est pas ce qui me dérange vraiment. Ce qui me dérange, c'est que quelqu'un ait monté tout ça, quelqu'un qui en savait assez sur mon passé pour l'utiliser contre moi. Amanda pleurait de nouveau, mais Vincent ne ressentait rien. La femme assise en face de lui était devenue une étrangère dès l'instant où elle avait choisi de trahir leur mariage. Les enfants, murmura-t-elle. Que allons-nous leur dire? La mâchoire de Vincent se serra. Leur fille, Lisa, était en terminale à Stanford. Leur fils, David, en première année à Georgia Tech. Tous deux avaient grandi en croyant à la force du mariage de leurs parents, l'utilisant comme fondement de leur propre relation. Tu aurais dû y réfléchir avant de décider de détruire leur famille. Ils comprendront. Ils verront que j'ai dû choisir le bonheur. Ils verront que leur mère est une infidèle et une menteuse qui a abandonné leur père pour un homme qu'elle connaît à peine. La voix de Vincent portait la sentence définitive d'un juge, mais c'est ton problème maintenant, pas le mien. La tête d'Amanda se redressa brusquement. Que veux-tu dire? Je veux dire, tu as fait ton choix en emménageant avec Connor. Tu l'as choisi plutôt que ta famille, après 23 ans de mariage, plutôt que tout ce que nous avons construit ensemble. Vincent regardait la femme qui partageait son lit depuis plus de 20 ans. Alors, prends tes valises et va jouer à la maison avec ton petit ami. Mais comprends bien ceci, quand ces mensonges le rattraperont, quand ses dettes seront dues, quand ces autres femmes reviendront, ne reviens pas en courant, Vince, s'il te plaît. On peut arranger ça. On peut aller voir un thérapeute. Il n'y a rien à arranger. Tu as fait ton choix. L'expression de Vincent était gravée dans la pierre. Mais sache ceci, je vais découvrir qui est derrière tout ça. Je vais découvrir qui t'a convaincu que détruire notre mariage était une bonne idée, et quand je le ferai, il y aura des conséquences. Amanda prit son sac à main d'une main tremblante mais ne fit aucun geste vers ses valises. Et si je ne pars pas? Et si je reste et me bats pour notre mariage? Le rire de Vincent était froid et dénué d'humour. Tu as arrêté de te battre pour notre mariage la première fois que tu as menti pour rentrer à la maison avec Connor. Tu as cessé d'être ma femme la première fois que tu l'as choisi plutôt que moi. Tu as cessé d'être la bienvenue dans cette maison au moment où tu as décidé que j'étais quelque chose à rejeter. Je t'aime toujours. Non, dit Vincent doucement. Tu aimes la sécurité que je t'ai apportée, le style de vie que j'ai construit, la respectabilité qui allait de pair avec le fait d'être Madame Vincent Torres, mais tu ne m'aimes pas. Si tu l'avais fait, tu n'aurais jamais pu me trahir. Amanda se leva enfin et se dirigea vers ses valises,
avec le pas traînant et défait de quelqu'un qui venait de réaliser la gravité de son erreur. À la porte, elle se retourna une dernière fois. Connor dit, « Tu ne me pardonnerais jamais. » Il dit, « Tu étais le genre d'homme qui garde rancune éternellement. » Vincent croisa son regard et, l'espace d'un instant, elle vit le marine qui avait survécu à 2 missions en Afghanistan, qui avait fait des choses au nom du devoir. Cela le réveillait encore avec des sueurs froides. « Il a raison, » dit simplement Vincent, « je ne pardonne pas, je n'oublie pas et je ne reprends certainement pas ce qui a été jeté. » Après son départ, Vincent s'assit seul dans la cuisine tandis que l'obscurité tombait dehors. La maison semblait différente maintenant, plus vide, mais aussi plus propre, comme si un poison avait été extrait. Son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu. Désolé qu'il en soit ainsi, mais certaines leçons ne s'apprennent que dans la douleur. Un ami, Vincent, il fixa le message, l'esprit en ébullition. Quelqu'un avait orchestré la trahison d'Amanda comme une leçon, une punition pour un événement passé. Mais qui et pourquoi? 15 ans plus tard, il supprima le message et commença à passer des appels. Le premier était destiné à un détective privé qu'il avait engagé pour des vérifications d'antécédents d'employés potentiels. Le second était destiné à un ancien ami marine spécialisé dans le genre de travail de sécurité qui n'apparaissait pas sur les CV lorsque Vincent se couchait dans la maison qui était enfin redevenue la sienne. Il avait mis en place un processus qui allait révéler tous les secrets, toutes les connexions, toutes les personnes ayant contribué à la destruction de son mariage, puis il leur montrerait à tous ce qui arrivait à ceux qui déclaraient la guerre à Vincent Torres. Chapitre 5, collecte de renseignements. Le détective privé engagé par Vincent s'appelait Russell Pike, un ancien rangé de l'armée qui avait troqué ses bottes de combat contre une licence de détective après qu'un engin explosif improvisé eut mis fin à sa carrière militaire. Le bureau de Pike se trouvait dans une galerie marchande, entre un pressing et un bureau des impôts, mais sa réputation était en or auprès des personnes qui cherchaient des objets qu'elles ne voulaient pas. À trouver. Vincent était assis en face du bureau encombré de Pike, observant l'homme examiner les dossiers qui représentaient 3 jours d'enquête intensive. Pike était minutieux. C'est ce qui le rendait coûteux et efficace. Le petit ami de votre femme est un petit malfrat, dit Pike en posant le dossier de Connor. Un agent immobilier au parcours médiocre, au goût de luxe et au contrôle des impulsions défaillants, mais il n'est pas le cerveau de cette opération. Que as-tu trouvé? Pike sortit une série de photos. Connor Fitzgerald n'a pas rencontré ta femme par hasard dans un bar à vin, comme elle le prétendait. Il lui avait été présenté par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui s'était assuré qu'il soit assis à la même table lors d'une vente aux enchères caritatives 6 mois plus tôt. Les photos montraient Amanda lors d'une collecte de fonds pour l'hôpital pour enfants, souriante tandis qu'une femme que Vincent ne reconnaissait pas la guidait vers la table de Connor. La femme était élégante, peut-être la cinquantaine, avec le genre de richesse discrète qui suggérait une fortune importante. Qui est-elle? Catherine Morrison, veuve du juge fédéral Harrison Morrison, décédée dans un accident de voiture il y a 2 ans. Pike sortit un autre dossier. Elle est très active dans les associations caritatives locales depuis la mort de son mari, en particulier pour les causes qui attirent les riches donateurs. Vincent étudia la photo de Catherine Morrison. Elle était séduisante, d'une beauté que des soins coûteux pouvaient procurer, avec des cheveux argentés, un regard intelligent et un sourire qui ne les atteignait pas tout à fait. Quel est son lien avec moi? C'est là que ça devient intéressant. Pike a étalé une chronologie sur son bureau. Le juge Morrison a présidé votre audience devant la cour martiale il y a 15 ans. C'est lui qui a classé l'affaire pour vice de forme, ce qui vous a sauvé de la prison. Vincent a senti le déclic et sa veuve me reproche sa mort, pas directement. Cependant, le juge Morrison a reçu des menaces de mort pendant des années après votre affaire, principalement de la part des proches du prisonnier que vous avez interrogé. Les menaces se sont intensifiées après que Morrison a refusé d'autoriser un procès civil contre vous. Il a commencé à boire beaucoup, est devenu paranoïaque au point de conduire à 90 km/h par une nuit pluvieuse. Il y a 2 ans, la situation s'est éclaircie. Elle pense que sa mort est de ma faute. Elle pense que sa mort est la conséquence de sa décision de vous protéger, et elle a passé 2 ans à préparer sa vengeance. Pike a sorti des relevés bancaires. Elle a financé le train de vie de Connor, payé ses dettes, le maintenant à flot. Elle a également remboursé les dettes de jeu de Robert Henley l'année dernière. Vincent a étudié les documents financiers. Les montants étaient stupéfiants, plus de $200 000 pour Connor, $100 000 supplémentaires pour Henley,
le tout retracé à travers un réseau de sociétés écrans et de dons de charité qui auraient été invisibles pour quiconque sans les compétences de Pike. Elle a orchestré toute l'affaire. Vincent a déclaré, la présentation, la liaison, le choix de l'avocat s'améliore. Votre femme n'est pas la première cible de Connor. Catherine Morrison a déjà fait cela 2 fois auparavant. Elle ciblait des hommes qu'elle accusait d'être responsables des problèmes de son mari, utilisait des hommes séduisants pour séduire leurs femmes et détruire leur mariage. Pike lui montra des photos de 2 autres couples. Les 2 divorces furent passés par le cabinet en lait. Les 2 maris perdirent tout. Vincent sentit une rage froide monter en lui. Amanda n'avait pas été séduite. Elle avait été recrutée comme arme contre lui. Leur mariage avait été détruit dans le cadre d'un complot de vengeance élaboré depuis des années. Où est Morrison maintenant? Voilà le problème. Elle a disparu il y a 3 jours, a clôturé ses comptes bancaires, a vendu sa maison à la va-vite, a complètement disparu. Pike se laissa aller dans son fauteuil. Un métier professionnel, quelqu'un de bien informé et de planifié. Et Connor? Il est toujours à l'appartement de Riverside, mais il a peur. Il a fait livrer des courses et n'a pas quitté l'immeuble depuis votre conversation. Il essaie de contacter Morrison, mais ses téléphones sont coupés. Vincent assimila cette information, son esprit s'interrogeant déjà sur les implications. Catherine Morrison avait passé 2 ans à détruire son mariage, puis disparu à l'instant. Son plan a réussi. Elle était dans le vent, probablement hors de sa portée, mais Connor et Hanley étaient toujours là, toujours à sa portée. J'ai besoin que tu trouves Morrison, dit Vincent, prêt à tout. Où qu'elle soit allée, je veux qu'elle soit retrouvée. Et les autres? Le sourire de Vincent était celui dont Pike se souvenait de leur passé militaire commun, le sourire d'un homme qui avait décidé que les demi-mesures ne suffisaient pas, laissez-les-moi faire. Chapitre 6, pose du piège. L'étape suivante de Vincent était un entrepôt dans la zone industrielle, l'une des nombreuses propriétés que Torres Construction possédait pour le stockage de matériel. Mais cet entrepôt-là avait une fonction différente. C'était là que Vincent conservait les outils et les compétences qui n'avaient rien à voir avec la construction et tout à voir avec la démolition. Miguel Santos l'attendait, ainsi que 2 autres hommes avec qui Vincent avait servi en Afghanistan. Ils avaient tous trouvé le chemin de la vie civile grâce à la compagnie de Vincent et ils comprenaient tous que certaines dettes ne pouvaient être payées que par le sang. Le chef Miguel hocha la tête à l'entrée de Vincent. Miguel était l'opposé de Vincent à bien des égards, court, où Vincent était grand, prompt à la colère, tandis que Vincent était froidement contrôlé. Mais il s'était sauvé la vie suffisamment de fois pour que les mots ne soient pas toujours nécessaires. Rapport d'étape, dit Vincent, remarquant le matériel éparpillé sur l'établi, matériel de surveillance, téléphone jetable, collier de serrage et autres objets qui n'apparaîtraient jamais sur une facture de construction. Connors s'était terré dans l'appartement, comme vous l'avez dit, paranoïaque, nerveux, passant des appels à des numéros qui n'existent pas. Tony Rodriguez parlait depuis l'endroit où il surveillait l'équipement radio. Hanley essayait de le joindre, de plus en plus désespéré d'heure en heure. Bien, et si Hanley continuait à aller au bureau? Mais sa secrétaire dit qu'il est à peine fonctionnel, qu'il boit pendant la journée et qu'il annule des rendez-vous? Miguel sourit sans humour. Incroyable comme la conscience coupable affecte la performance au travail. Vincent étudia les photos de surveillance de l'immeuble de Connors. L'agent immobilier avait l'air hagard, mal rasé, portant les mêmes vêtements. Pendant des jours, la peur le rongeait de l'intérieur. Il était temps d'augmenter la pression, décida Vincent. Miguel, je te veux. Passer des appels, donner des informations anonymes aux clients de Connors sur sa situation financière, sa consommation de drogue, ses relations avec des femmes mariées. S'assurer que toutes les transactions en cours échouent. Bien reçu. Tony. Contacter ses contacts et les stupéfiants. S'assurer qu'ils savent que Connor Fitzgerald trafique de la cocaïne dans le lotissement Riverside. Rien de répréhensible, mais juste assez pour le mettre sur leur radar. Considérer que c'est fait. Vincent se tourna vers le 3e homme, Danny Walsh, un expert en démolition qui avait trouvé ses compétences étonnamment transposables à la construction civile. J'ai besoin que vous passiez au bureau de Hanley. Rien de dramatique, juste un rappel que certaines dettes finissent par arriver à échéance. Quel genre de rappel? Vincent lui tendit une enveloppe Kraft avec des photos de sa famille, sa femme à l'épicerie, sa fille à l'université, son fils à l'entraînement de la Ligue mineure. S'assurer qu'ils comprennent que sa coopération, il y a 15 ans, les a tous mis en danger. Le visage de Dee s'assombrit.
Comme eux tous, il avait une famille, et maintenant des enfants, qui dépendaient de lui. L'idée d'utiliser la famille de quelqu'un d'influence ne leur convenait pas. Mais il comprenait aussi que certains ennemis ne laissaient pas le choix. Et s'ils ne coopèrent pas, on passe à une persuasion plus directe. Le téléphone de Vincent vibra, Pike appelant. Il répondit immédiatement, trouvant quelque chose d'intéressant chez Catherine Morrison. La voix de Pike était distincte. Elle a une fille de 26 ans, vit à Boston, travaille pour une association à but non lucratif, s'appelle Catherine Morrison Jr., mais ses amis l'appellent « Chat ». Qu'y a-t-il d'intéressant chez elle? Elle est en contact avec Connor Fitzgerald depuis une semaine. Les relevés téléphoniques indiquent une douzaine d'appels entre eux depuis le départ de votre femme. Peut-être qu'elle nettoie les dégâts causés par sa mère, ou qu'elle continue son œuvre. Vincent a terminé. Envoyez-moi tout ce que vous avez sur elle dans votre email. Mais Vincent, cette fille n'est pas comme sa mère. Elle n'a pas d'antécédents judiciaires, ni de plan de vengeance. Elle ignorait peut-être même ce que faisait sa mère. Vincent considérait cela comme une fille innocente essayant de nettoyer les dégâts causés par sa mère. Crime, ou une seconde génération poursuivant la vendetta. Quoi qu'il en soit, elle était un fil conducteur qui pouvait le mener à Catherine Morrison. Continuez à creuser. Je veux tout savoir sur sa fille, où elle travaille, qui elle connaît, ce qui l'intéresse. Après avoir raccroché, Vincent s'est retourné vers ses hommes. Changement de plan. Nous avons un nouveau joueur. Au cours de l'heure qui a suivi, Vincent a présenté l'opération élargie. Catherine Morrison avait disparu, mais sa fille était toujours accessible. Connor et Hanley étaient vulnérables, mais ils étaient aussi des sources potentielles d'informations sur la localisation de Morrison. Quel est le but ultime? Demanda le chef Miguel lorsque Vincent eut terminé. Ces gens ont détruit votre mariage, mais ce sont des civils. On ne peut pas. On ne peut pas. Quoi? La voix de Vincent portait la tension qui avait autrefois terrifié les combattants ennemis. Ils m'ont déclaré la guerre, Miguel. Ils ont passé 2 ans à planifier la destruction de ma famille. Pensez-vous qu'ils méritent la clémence parce qu'ils sont des civils? Le silence se fit dans la salle. Ces hommes avaient suivi Vincent dans l'enfer de l'Afghanistan, car ils savaient qu'il ne leur demanderait jamais rien. Pour faire quelque chose qu'il ne ferait pas lui-même. Mais ils savaient aussi que la violence de Vincent, une fois déchaînée, était difficile à contrôler. On fait ça proprement, continua Vincent, sa voix redevenant normale. Pas de victimes innocentes, pas de dégâts inutiles. Mais les responsables de la destruction de mon mariage paieront pour leurs actes tous. Tandis que ces hommes se dispersaient pour leurs tâches assignées, Vincent restait dans l'entrepôt à étudier les photos de Catherine Morrison et de sa fille, 23 ans de mariage détruits comme dommages collatéraux dans un complot de vengeance qui n'avait rien à voir avec Amanda et tout à voir avec des décisions prises 15 ans plus tôt. Mais Catherine Morrison avait commis une erreur cruciale dans sa planification. Elle avait supposé que Vincent Torres était l'homme brisé par son maréchal de cour, celui-là même qui avait accepté la disgrâce et reconstruit sa vie à partir de rien. Elle n'avait pas compris que certains hommes ne se brisent pas, ils deviennent juste plus durs. À minuit, l'opération de Vincent était lancée. Connor se réveillerait et trouverait sa vie professionnelle en ruine, et on les découvrirait. Ses péchés passés avaient des conséquences bien au-delà de sa propre vie, et Catherine Morrison Jr. allait apprendre que certains héritages familiaux ont un prix. La guerre n'était plus une affaire de femme infidèle et de son amant. Il s'agissait de justice, de vengeance et de s'assurer que les personnes qui avaient détruit sa famille comprennent exactement ce qu'elles avaient déclenché. Vincent Torres en avait fini avec la défensive. Il était temps de rappeler au monde pourquoi on apprenait aux marines que la meilleure défense est une attaque écrasante. Chapitre 7, le gambit de la fille. Catherine Morrison Jr., 4 pour ses amis, arriva à l'aéroport international Logan sur un vol de nuit en provenance de Boston, son calme habituellement parfait montrant des fissures. Vincent l'observait de l'autre côté du terminal, remarquant sa façon constante de consulter son téléphone, l'énergie nerveuse qui la maintenait en mouvement même en attendant sa voiture de location. Les renseignements de Pike avaient été complets. Kat Morrison était une assistante sociale spécialisée dans les cas de violence conjugale, le genre de personne qui croyait sincèrement qu'il fallait aider les autres à reconstruire leur vie après un traumatisme. L'ironie n'échappa pas à Vincent. La fille de la femme qui avait détruit son mariage lui permettait de gagner sa vie en aidant les gens à échapper à des relations destructrices. Elle était plus jolie que ne le laissait supposer sa photo, avec le regard intelligent de sa mère, mais une chaleur que Catherine Morrison Senior n'avait jamais possédée. Alors que Vincent suivait sa voiture de location depuis l'aéroport,
il se demanda ce qu'elle savait des activités de sa mère. Kat se rendit directement à la résidence Riverside, confirmant les soupçons de Vincent, elle était là pour régler la situation de Connor. Vincent se gara de l'autre côté de la rue et la regarda entrer dans l'immeuble avec une carte magnétique, une autre indication que Catherine Morrison avait planifié de donner accès à l'opération à sa fille. 20 minutes plus tard, Kat et Connor sortirent tous deux de l'immeuble, Connor portant une valise et l'air soulagé. Pour la première fois depuis des jours, ils se rendirent dans un café du centre-ville, choisissant une table dans un coin d'où ils pouvaient observer la rue. Vincent se plaça au comptoir, suffisamment près pour entendre leur conversation. Tout en semblant lire le journal, maman laissa des instructions. Kat prononça d'une voix basse mais claire, « Tu es censé disparaître pendant 6 mois, peut-être plus. Il y a de l'argent sur le compte. » Elle a tout préparé, de quoi repartir à zéro ailleurs. Le soulagement de Connor était palpable. Et Amanda? Que suis-je censé lui dire? Rien. Maman dit, le mariage est détruit. C'était le but. Ton travail est terminé. Vincent sentit sa mâchoire se serrer. Amanda avait été un dommage collatéral, un outil à utiliser et à jeter dans le complot de vengeance de Catherine Morrison. Mais je l'aime. Connor protesta. Je ne peux pas l'abandonner. Le rire de Kat était amer. Aime-la, Connor. Tu as suivi un scénario. Ma mère a écrit chaque geste romantique, chaque moment d'intimité, chaque mot que tu as dit à cette femme. Tout est venu du manuel de maman. Ce n'est pas vrai. Ce qu'Amanda et moi avons est réel, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu appelé Vincent Torres pour lui demander de l'aide dès que tes finances se sont tendues? Pourquoi as-tu paniqué? Lorsqu'il t'a confronté, Kat s'est penchée en avant, la voix durcie, tu es un acteur rémunéré dans le fantasme de vengeance de ma mère. La seule chose réelle dans ta relation avec Amanda. Torres, ce sont les dégâts. C'est dû. Vincent en avait assez entendu. Il plia son journal et s'approcha de leur table, remarquant les yeux écarquillés de Kat, tandis que Connor semblait simplement confus. « Je peux me joindre à vous ?» demanda Vincent, sans attendre la permission avant de s'asseoir. Kat reprit rapidement ses esprits, sa formation d'assistante sociale l'aidait à garder son sang-froid dans les situations inattendues. « Monsieur Torres, j'espérais que nous aurions l'occasion de discuter, n'est-ce pas ?» Vincent étudia son visage, cherchant des signes de tromperie. « Et de quoi vouliez-vous discuter exactement? Mettre fin à tout ça ?» Kat jeta un coup d'œil autour du café pour s'assurer qu'il n'attirait pas l'attention. « La vendetta de ma mère contre vous est allée trop loin. Il est temps d'arrêter. » Connor les regarda, comprenant enfin qu'il était assis à une table avec 2 personnes qui en savaient bien plus que lui sur sa situation. « Attendez, » dit lentement Connor. « Vous vous connaissez tous les deux? » « Pas vraiment, » répondit Vincent, « mais je connais sa mère et je sais que vous êtes la marionnette de Catherine Morrison depuis 6 mois. » Le visage de Connor s'est vidé de ses couleurs. « C'est impossible. J'ai rencontré Amanda par hasard lors d'une soirée caritative organisée par ma mère. » Kat a confirmé qu'elle préparait cela depuis 2 ans. « Connor, ta relation avec Amanda Torres n'a jamais été réelle. » Vincent a observé Connor assimiler cette information, a vu le moment où la réalité de sa situation l'a véritablement frappé. L'homme a vieilli de 10 ans en l'espace de 30 secondes. « Pourquoi ?» Connor a murmuré, « Pourquoi me ferait-elle ça, Amanda ?» Parce qu'il y a 15 ans, mon beau-père a pris une décision qui a sauvé Vincent Torres de la prison. Kat a expliqué, ma mère a imputé à cette décision tout ce qui a mal tourné dans leur mariage, l'alcoolisme de papa, sa mort. Elle voulait que Vincent vive la même perte qu'elle. Vincent s'est adossé à sa chaise, observant l'expression de Kat. « Et toi, que veux-tu ? » Je veux que ça se termine avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé. La voix de Kat exprimait une émotion sincère. Ma mère est malade, monsieur Torres, pas physiquement, mais émotionnellement. Elle a passé 2 ans consumée par la haine et la vengeance, ce qui a détruit sa capacité à penser rationnellement. Où est-elle? Kat hésitait, je ne sais pas. Elle a liquidé ses biens et a disparu il y a 3 jours, mais elle a laissé des instructions à Connor, de l'argent pour qu'il reparte à zéro et des instructions pour que je règle les derniers détails. Les mains de Kat tremblaient légèrement lorsqu'elle fouilla dans son sac à main et en sortit une enveloppe scellée contenant celle-ci. Vincent prit l'enveloppe et nota son nom écrit dessus d'une écriture élégante. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier à lettres coûteuses avec un bref message, Vincent Torres,
tu as maintenant compris que ton mariage a été détruit en paiement d'une dette de 15 ans de retard. Harrison Morrison est mort parce qu'il a choisi de te protéger des conséquences de tes actes. Réfléchis à la trahison de ta femme. Justice enfin rendue. Nous sommes quittes maintenant. Point Catherine Morrison. Vincent lut la lettre 2 fois, puis la plia soigneusement et la mit dans sa poche. Elle pense que nous sommes quittes, n'est-ce pas? Demanda doucement Kat. Elle a perdu son mari, sa maison, toute sa vie. En quête de vengeance, vous avez perdu votre mariage. Il est peut-être temps pour les deux parties de se retirer. Le rire de Vincent était froid et dénué d'humour. Votre mère a détruit 23 ans de mariage, a fait de ma femme une arme contre moi et a manipulé un homme innocent pour qu'il trahisse tout ce en quoi il prétendait croire. Et vous pensez que nous sommes quittes? Que voulez-vous de plus? Le sang-froid de Kat commençait à se fissurer. Elle est partie. Connor disparaîtra. L'avocat qui l'a aidé subira les conséquences que vous déciderez. Que reste-t-il? Vincent les regarda tous les deux. Justice, mademoiselle Morrison. Votre mère a déclenché une guerre en pensant pouvoir contrôler les pertes, dicter les conditions et s'en aller une fois satisfaite. Mais les guerres ne s'arrêtent pas quand l'un des camps décide qu'il en a assez. Elles s'arrêtent quand le vainqueur décide qu'elles sont terminées. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que votre mère a commis une erreur de calcul cruciale. Elle a supposé que j'étais le même homme brisé qui a perdu sa carrière militaire il y a 15 ans. Elle n'avait pas réalisé que certaines expériences ne vous brisent pas. Elles vous forgent vers quelque chose de plus dur. Vincent se tourna vers Connor, qui fixait la table comme si elle pouvait apporter des réponses. Tu as un choix à faire. Tu peux fuir, comme Catherine Morrison le souhaite, et passer le reste de ta vie à regarder par-dessus ton épaule, ou tu peux m'aider à la retrouver et à arranger les choses. Comment puis-je t'aider? Je ne sais même pas où elle est, mais tu sais comment elle pense, comment elle fonctionne. Tu prends son argent, tu suis ses instructions, tu joues à son jeu, depuis des mois. La voix de Vincent portait l'autorité du commandement. Tu m'aides à la retrouver et quand ce sera fini, tu partiras propre. Tu cours maintenant et je te traquerai comme complice de la destruction de mon mariage. Kat se leva également, son instinct d'assistante sociale se réveillant. Monsieur Torres menace Connor ne le fera pas? Je ne le menace pas. Vincent l'interrompit. Je lui offre une chance de se racheter, la même chance que ton beau-père m'a offerte il y a 15 ans, le parallèle a frappé Kat comme un coup physique. Le juge Morrison avait donné une seconde chance à Vincent Torres et maintenant Vincent offrait à Connor la même opportunité. Que veux-tu que je fasse? Demanda doucement Connor. Vincent sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. Aide-moi à finir ce que ton bienfaiteur a commencé. Chapitre 8, la chasse finale. Le plan était d'une élégante simplicité, le genre de piège psychologique que Catherine Morrison elle-même aurait pu admirer. Connor la contacterait en utilisant un protocole d'urgence qu'elle avait établi, affirmant que Vincent Torres avait découvert la vérité et détruisait systématiquement toutes les personnes impliquées dans le complot. La beauté du plan était qu'il n'était pas entièrement un mensonge. Au cours de la semaine écoulée, l'opération de Vincent avait méthodiquement démantelé la vie de toutes les personnes liées au plan de vengeance de Catherine Morrison. Le cabinet d'avocats de Robert Henley était en ruine, sa corruption passée révélée par des informations anonymes au barreau de l'État. La licence immobilière de Connor faisait l'objet d'une enquête, sa réputation professionnelle étant ternie par des rumeurs soigneusement placées sur ses irrégularités financières et sa consommation de drogue. Mais Vincent avait pris soin de laisser des traces insignifiantes, des miettes de pain suggérant que son influence était plus vaste et plus impitoyable qu'elle ne l'était en réalité. Il voulait faire croire à Catherine Morrison qu'elle avait affaire à un homme prêt à tout pour détruire ses ennemis. L'appel arriva un jeudi soir. Connor, suivant le script de Vincent, composa le contact d'urgence à l'aide d'un téléphone jetable depuis un lieu que Pike avait confirmé intraçable. Catherine Dieu merci. La voix de Connor exprimait une peur sincère, facile à ressentir compte tenu de sa situation. Il sait, Torres sait tout. La voix de Catherine Morrison résonnait dans le haut-parleur avec une clarté cristalline. Vincent et son équipe écoutaient depuis un fourgon de surveillance garé à proximité. Du calme. Que sait-il exactement de vous, de l'argent, du juge Morrison? Il avait des photos, des relevés bancaires, tout. Connor suivait le script à la lettre, sa voix s'élevant à chaque mot. Il a dit qu'il allait détruire tous ceux impliqués dans ce qu'il appelle la conspiration contre lui. C'est impossible. J'ai brouillé les pistes.
Il avait de l'aide, des professionnels, des militaires. Catherine, ce n'est pas un ouvrier du bâtiment en quête de vengeance. C'est un tueur entraîné avec des ressources et des relations. Vincent s'autorisa un léger sourire. Connor vendait l'histoire avec la conviction de quelqu'un qui y croyait sincèrement. Où es-tu maintenant? La voix de Catherine avait pris le ton tranchant de quelqu'un dont les plans soigneusement élaborés démolissaient un motel en dehors de la ville. Mais je ne peux pas rester ici. Torres a trouvé en Lay, sa famille, les avocats en détention préventive, mais aussi sa femme et ses enfants. Connor laissa sa voix s'éteindre de manière suggestive. Il y eut un silence au bout de près de 30 secondes. Lorsque Catherine reprit la parole, sa voix était différente, plus dure, plus déterminée. Il y a une maison dans le nord de l'État, un endroit qu'Harrison utilisait pour pêcher avant de mourir. J'y habite depuis que j'ai quitté la ville. Elle débita une adresse que Pike commença immédiatement à retracer. Viens ce soir, on trouvera comment gérer Torres définitivement. Il n'arrêtera pas Connor. Les hommes comme lui ne pardonnent pas, n'oublient pas, ne négocient pas. La seule façon dont cela se termine, c'est s'il ne peut pas continuer sa vendetta. La ligne fut coupée, laissant la camionnette silencieuse. Vincent regarda son équipe Miguel, Tony, Danny et Pike, qui avaient tous entendu Catherine Morrison discuter, l'assassiner avec le ton désinvolte de quelqu'un qui organise un dîner. Eh bien, dit Miguel. Enfin, je suppose que nous savons à quel genre de personne nous avons affaire. Vincent regarda sa montre, 21h30. Le trajet jusqu'à l'adresse donnée par Catherine était d'environ 3 heures à travers des routes de montagne qui seraient dangereuses dans l'obscurité. Que savons-nous de ce pavillon de pêche? L'enquêteur était déjà en train d'afficher des images satellites sur son ordinateur portable. Emplacement isolé, accès par une seule route, construction de style cabane construite dans les années 70, propriété du juge Morrison depuis 1985. Si quelqu'un voulait disparaître, c'est parfait. Pas de voisins proches, pas de couverture d'antenne relais, complètement hors réseau. Sécurité, inconnue mais probablement minimale. Morrison est là depuis moins d'une semaine et elle ne prévoyait pas de compagnie. Vincent étudie les images satellites, notant la disposition de la propriété, le terrain environnant, les voies d'évacuation potentielles, sa formation militaire, les positions défensives automatiquement cataloguées et les vecteurs d'approche. Connor entre en premier. Vincent décide d'une arrivée normale, rien de suspect. Une fois à l'intérieur et après confirmation de la position de Catherine, nous partons. Quel est l'objectif? Tony demande, capturer ou tuer. Vincent réfléchit à la question. Catherine Morrison avait détruit son mariage, manipulé sa femme pour qu'elle le trahisse et avait simplement envisagé de l'assassiner comme s'il s'agissait d'une décision commerciale. Selon les lois de la guerre, elle serait considérée comme une combattante ennemie ne méritant aucun quartier. Mais il n'était pas en guerre, malgré ce qu'il ressentait. Nous la ramenons vivante, a déclaré Vincent. Enfin, elle va faire face à la justice pour ce qu'elle a fait, une vraie justice, pas celle des justiciers. Danny avait l'air sceptique et si elle ne veut pas revenir vivante. L'expression de Vincent s'est durcie, alors nous nous adaptons à sa préférence. Le trajet à travers les montagnes s'est déroulé dans un silence tactique, 3 véhicules gardant un espacement prudent sur les routes sinueuses. Connor roulait avec Vincent, sa nervosité étant réelle maintenant qu'il comprenait les enjeux. Que m'arrivera-t-il après ça? A demandé Connor alors qu'il naviguait dans une courbe particulièrement dangereuse. Cela dépend de ce qui se passera ce soir, a répondu Vincent. Catherine Morrison a orchestré la destruction de mon mariage, mais tu étais l'arme qu'elle a utilisée. La question est de savoir si tu étais un instrument involontaire ou un complice consentant. Je pensais aimer Amanda. Je pensais qu'elle m'aimait. Aimais-tu, ou aimais-tu, le style de vie qu'elle représentait, la sécurité d'être avec la femme d'un homme qui a réussi? Vincent jeta un coup d'œil à Connor dans l'obscurité car, de là où je suis assis, tu as courtisé une femme mariée, tu l'as installée dans un appartement payé par l'argent d'une autre femme et tu t'es préparé à prendre la moitié de tout ce que son mari avait construit. Ça ne ressemble pas à de l'amour. Cela ressemble à de la cupidité. Connor n'avait pas de réponse à cela, ce qui était une réponse suffisante. Ils arrivèrent aux alentours du pavillon de pêche de Morrison à minuit et demi, garèrent leur véhicule à 1,5 km en contrebas de la montagne et continuèrent à pied. Le chalet était exactement comme les recherches de Pike l'avaient indiqué, isolé, défendable et actuellement éclairé par 2 fenêtres. Vincent positionna son équipe autour de la propriété,
puis envoya Connor sur la route d'accès avec pour instruction d'appeler si Catherine Morrison n'était pas seule ou si la situation semblait mauvaise. Vincent ne souhaitait surtout pas tomber dans une embuscade. L'approche de Connor vers la cabane était visible grâce à ses lunettes de vision nocturne, sa nervosité se manifestant par son hésitation avant de frapper à la porte. La porte s'ouvrit presque immédiatement, confirmant que Catherine guettait son arrivée. De sa position à 50 mètres, Vincent la vit clairement pour la première fois, une femme élégante d'une cinquantaine d'années, toujours aussi belle malgré le stress de la semaine passée. Elle serra Connor dans ses bras avec un soulagement apparent, puis le fit entrer. Vincent attendit 15 minutes avant d'activer sa radio. Toutes les équipes arrivaient. Souvenez-vous qu'elle est recherchée vivante. En approchant de la cabane, Vincent repensa au voyage qu'il avait amené ici, un appel de l'amant de sa femme, un avocat qui avait tenté de le détruire 15 ans plus tôt. Une conspiration de vengeance qui lui avait coûté son mariage et presque la raison. Mais Catherine Morrison avait commis une erreur fatale, elle avait supposé que détruire le mariage de Vincent le briserait comme perdre. Son mari l'avait brisé. Au lieu de cela, cela lui avait simplement rappelé qui il était vraiment sous sa façade d'entrepreneur civil. Et ce soir, Catherine Morrison allait apprendre la différence entre chercher la vengeance et l'affronter. Chapitre 9, Justice servie froidement. L'intérieur de la cabane était un exemple de nostalgie masculine, des poissons montés sur des murs en pin coquin, des meubles en cuir usé et une cheminée en pierre d'une autre époque. Catherine Morrison était assise en face de Connor à une table en bois brut, une bouteille de whisky onéreux entre eux et ce qui semblait être des documents de planification éparpillés sur la surface. L'entrée de Vincent se fit silencieuse, une habileté perfectionnée lors des raids nocturnes en Afghanistan. Ni Catherine ni Connor ne remarquèrent sa présence jusqu'à ce qu'ils disent « Bonsoir, Catherine ». Catherine Morrison pivota sur sa chaise, son visage oscillant entre la surprise, la peur et finalement l'acceptation résignée. En l'espace de 3 secondes, Connor commença à se lever, mais un léger geste de Vincent le maintint assis. « Vincent Torres », dit Catherine d'une voix ferme, malgré les circonstances. « Je me demandais quand tu me retrouverais, n'est-ce pas ?» Vincent entra. Le cercle de lumière de la lampe, remarquant les papiers sur la table, compte bancaire, faux documents, ce qui semblait être une nouvelle identité, avec passeport. On dirait que vous comptiez disparaître à nouveau. Pouvez-vous m'en vouloir ? Catherine se servit un verre de whisky d'une main ferme. Vous avez systématiquement détruit tous ceux qui étaient liés à notre opération. Le cabinet de Hanley est ruiné, la carrière de Connor est terminée et je suppose que je suis le prochain sur votre liste. Vincent tira une chaise et s'assit en face d'elle, assez près pour lire l'intelligence dans son regard, le contrôle minutieux qu'elle gardait même dans la défaite. Vous supposez donc correctement, pourquoi ces jeux ? Pourquoi ne pas me tuer et en finir ? La question flottait dans l'air, chargée du poids de tout ce qui les avait amenés à ce moment. Vincent étudia le visage de Catherine, cherchant un signe de regret, une indication qu'elle comprenait l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Il ne trouva rien d'autre qu'un calcul froid. Parce que je veux comprendre, dit Vincent. Enfin, je veux comprendre comment la femme d'un juge fédéral est si obsédée par la vengeance qu'elle détruit des innocents. La vie des gens est un dommage collatéral. Le rire de Catherine était amer, innocent. Tu te prétends innocent. Je dis que ma femme est innocente. Je dis que les 23 ans de mariage que tu as détruits sont innocents. Je dis que les enfants dont tu as brisé la famille sont innocents. La voix de Vincent resta calme, mais la température dans la pièce sembla baisser. Tu veux me rendre responsable de la mort de ton mari ? D'accord, mais Amanda Torres ne t'a jamais rien fait. Amanda Torres était mariée avec toi. Cela la rendait vulnérable. La cruauté désinvolte de cette déclaration frappa Vincent comme un coup dur. Catherine Morrison avait détruit son mariage, non pas parce qu'Amanda méritait une punition, mais simplement parce qu'elle le pouvait. Tu as passé 2 ans à planifier ça. Vincent a continué pendant 2 ans à faire des recherches sur ma vie, mon entreprise, ma famille. Tu as recruté Connor, acheté Hanley, orchestré chaque détail de la séduction de ma femme, tout ça pour prouver quelque chose, pour équilibrer la balance. Le sang-froid de Catherine a finalement craqué, révélant l'obsession sous-jacente. Harrison est mort parce qu'il t'a sauvé de 15 ans de prison. Il y a 1 an. Savez-vous ce que cette décision nous a coûté ? Les menaces, la paranoïa, l'alcool. Vous avez détruit la vie de mon mari, et il vous a quand même protégé. Votre mari a pris une décision légale, fondée sur des preuves et une procédure. S'il a reçu des menaces, c'est de la faute de ceux qui les ont proférées, pas de la mienne.
Des mots faciles de la part de quelqu'un qui s'en est tiré libre, tandis que mon mari payait le prix de sa conscience. Catherine se dirigea vers la cheminée où les braises d'un feu précédent brûlaient encore. J'ai vu Harrison se détruire, protégeant un homme qui ne méritait pas protection. Je l'ai vu boire jusqu'à en mourir, incapable de vivre avec les conséquences de sa décision. Vincent a ressenti une lueur qui aurait pu être de la compassion, rapidement réprimée. Alors, vous avez décidé de détruire mon mariage pour vous sentir mieux face au choix de votre mari. J'ai décidé de vous faire payer ce que vous nous avez coûté. Catherine se retourna vers lui, les yeux brillants de larmes retenues. Je voulais que vous perdiez quelque chose d'irremplaçable, quelque chose qui définissait qui vous étiez. Je voulais que vous compreniez ce que l'on ressentait à voir sa vie s'effondrer à cause des décisions prises par d'autres. Personne. Et Amanda, qu'en est-il de ce que tu lui as coûté? Pour la première fois, le masque de Catherine a complètement glissé. Amanda Torres a choisi d'avoir une liaison. J'ai simplement offert l'occasion. Vincent se tenait lentement son mouvement, faisant appuyer Connor sur sa chaise. Vous l'avez manipulé. Vous avez utilisé Connor pour la séduire systématiquement, professionnellement. Vous l'avez transformée en arme contre moi. Je lui ai montré une alternative à sa vie de banlieue ennuyeuse. Si elle était assez forte pour résister, elle serait restée avec vous. Elle n'était pas assez forte pour résister à un escroc professionnel soutenu par des ressources illimitées et un plan à 2 ans. La voix de Vincent apportait la finalité de la peine d'un juge. Mais vous saviez que lorsque vous l'avez choisi, le silence s'étendait entre eux, brisé uniquement par le crépitement des braises mourantes dans la cheminée. Enfin, Catherine est retournée sur sa chaise et a versé un autre verre de whisky. Alors qu'est-ce que maintenant, a demandé. Tu m'as trouvé, tu as entendu ma confession. Quel est votre prochain mouvement? Vincent a sorti son téléphone et a activé une application d'enregistrement, la plaçant sur la table entre eux. Vous allez me dire exactement comment vous avez orchestré la séduction de ma femme, comment vous avez acheté Robert en lait, comment vous avez recruté Connor, chaque détail. Chaque paiement, chaque mensonge. Et si je refuse, alors mes associés à l'extérieur vous convaincront le contraire. La voix de Vincent ne portait aucune émotion. Ils sont très bons pour la persuasion. Catherine regarda vers les fenêtres, réalisant peut-être pour la première fois qu'elle était entourée. Et après avoir avoué ce qui se passe alors? Ensuite, vous allez disparaître en permanence. Vincent se pencha en avant, ses yeux enfermés sur les siens, pas dans un paradis tropical avec votre argent volé et votre nouvelle identité. Vous allez en prison pour complot, fraude et une douzaine d'autres accusations qui vous garderont enfermé jusqu'à ce que vous soyez trop vieux pour blesser quelqu'un d'autre. La prison. Catherine semblait vraiment surpris. Vincent, j'ai 53 ans. Une condamnation serait une peine d'emprisonnement à perpétuité. Oui, ce serait le cas. La réalité de sa situation a finalement frappé Catherine Morrison. Elle avait passé 2 ans à planifier la destruction de Vincent, convaincue qu'elle pouvait livrer sa vengeance et échapper aux conséquences. Elle n'avait jamais considéré que sa victime pourrait avoir les ressources et la détermination à la traquer. Je ne le ferai pas, a-t-elle dit. Enfin, je ne confesserai rien. Vincent se tenait à nouveau, cette fois en marchant vers la fenêtre où Miguel et Tony étaient visibles dans l'obscurité. Il a tapé sur le verre 2 fois, puis est retourné à la table. Connor. Vincent a dit, sans quitter les yeux de Catherine, pourquoi ne sortez-vous pas pendant quelques minutes, passer de l'air frais? Connor n'avait pas besoin d'être informé 2 fois. Il était sorti avant que Catherine ne puisse s'opposer. Quand ils étaient seuls, Vincent a rapproché sa chaise de Catherine, assez près pour qu'elle puisse voir les cicatrices sur ses mains, la violence soigneusement contrôlée dans sa posture. Laissez-moi vous raconter une histoire, a déclaré Vincent en conversation. Il y a 15 ans, j'interrogeais un combattant ennemi qui avait des informations sur une attaque planifiée contre les soldats américains. Il ne parlait pas, alors j'ai utilisé des techniques améliorées pour le persuader. Je suis allé trop loin, des lignes croisées qui ne devraient pas être traversées et presque tué dans le processus. Je suis parti librement, mais je n'ai jamais oublié ce dont je suis capable de faire du ton, mais Catherine a pu détourner le ton de ses yeux. Mais c'était le sourire d'un prédateur. Indubitable. Catherine Morrison était seule dans une cabine isolée avec un homme qui avait été formé pour extraire des informations par tous les moyens nécessaires. « Que veux-tu que je dise » murmura-t-elle. « La vérité, tout cela, chaque détail de la façon dont vous avez détruit mon mariage, en commençant par le moment où vous avez décidé que je devais payer la mort de votre mari. » Au cours de l'heure suivante,
Catherine Morrison a fourni une confession complète détaillant son plan à 2 ans avec la précision clinique de quelqu'un qui avait réfléchi à tous les angles. Vincent a tout enregistré, demandant parfois des éclaircissements ou des détails supplémentaires. Quand elle a terminé, Vincent a éteint l'enregistrement et s'est assis dans sa chaise. Cela en valait-il la peine? Catherine a sérieusement examiné la question. Demandez-moi à nouveau dans 20 ans, lorsque je suis assis dans une cellule de prison, vous ne serez pas en prison, a déclaré Vincent tranquillement. Catherine a fortement regardé ce que la prison exige, une preuve de procès, une procédure régulière, toutes choses qui prennent du temps et de l'argent et offrent aux avocats intelligents des opportunités de trouver des détails techniques. Vincent se leva et se dirigea vers la cheminée en regardant dans les braises mourantes. Tu as détruit mon mariage parce que tu pensais que je me suis sorti avec quelque chose que je ne devrais pas avoir. Il est peut-être temps de prouver que vous aviez raison. L'implication a frappé Catherine comme un coup physique. Tu vas me tuer. Je vais vous donner le même choix que vous avez donné à ma femme. Vincent a déclaré, en vous retournant pour lui. Catherine a regardé le flacon avec une fascination horrible. C'est la justice, le genre que votre mari aurait compris. Vincent se dirigea vers la porte. Vous avez 10 minutes pour décider. Choisissez la prison et j'appellerai le FBI moi-même. Choisissez le flacon et votre fille trouvera une note de suicide expliquant que la culpabilité de vos actions est devenue trop à supporter, bâtard. Catherine a chuchoté, oui, Vincent, a convenu, je suis. Vous en avez fait un lorsque vous avez détruit ma famille pour le crime de survivre à quelque chose que je n'aurais jamais dû survivre. Vincent a ouvert la porte et est entré dans l'air frais de la montagne où Connor était assis sur les marches du porche, en regardant la coquille choquée. Est-ce fini? Connor a demandé, presque. Vincent a répondu en vérifiant sa montre, d'une manière ou d'une autre, ce sera terminé dans 10 minutes. Ils ont attendu en silence en regardant les fenêtres de la cabine. À 9 minutes exactement, les lumières se sont éteintes à l'intérieur. Vincent a attendu encore 60 secondes, puis est retourné à la cabine. Catherine Morrison était assise sur sa chaise, le flacon vide à côté de sa main. Sur la table se trouvait une note manuscrite avouant la destruction systématique du mariage de Vincent Torres et acceptant l'entière responsabilité de ses actions. Vincent a vérifié un pouls, n'a trouvé aucun, puis a appelé son équipe à la radio, il est terminé, nettoie et déménage. Alors que ces hommes traitaient la scène, Vincent a sorti et a appelé Pike. Tout mot sur la fille, toujours à Boston, ignorant ce qui s'est passé. La confession de sa mère devrait être suffisante pour l'effacer de toute implication. Bien, laissez-la tranquille. Elle est suffisamment payée pour les crimes de sa mère. Vincent a raccroché et a regardé Connor qui regardait la cabine avec un mélange d'horreur et de soulagement. Qu'est-ce qui m'arrive maintenant? A demandé Connor. Vincent a considéré la question. Connor avait été un outil dans le complot de vengeance de Catherine Morrison, mais il avait également choisi de trahir un mariage, pour poursuivre une femme qu'il savait vulnérable, pour participer à la destruction d'une famille. Vous disparaissez, a déclaré Vincent. Enfin, nouvelle ville, nouveau nom, nouvelle vie. Et si jamais je vous reverrai, si jamais vous contactez ma femme ou mes enfants, si jamais vous essayez de profiter de ce qui s'est passé ici. Je vais terminer ce que Catherine Morrison a commencé. Connor hocha la tête, comprenant qu'il se faisait pitié qu'il ne méritait probablement pas. Alors que Vincent roulait sur la route de montagne 1 heure plus tard, il a réfléchi au prix de la vengeance. Catherine Morrison avait obtenu sa justice. Vincent Torres était en effet devenu le tueur qu'elle le croyait toujours, mais ce faisant, elle avait également veillé à ce que sa propre fille grandisse sans mère, tout comme elle essayait de s'assurer que les enfants de Vincent grandiraient dans une maison brisée. Le cercle était complet, mais Vincent n'a ressenti aucune satisfaction. Dans sa clôture, il avait gagné, mais la victoire avait le goût des cendres et du regret. Son téléphone bourdonnait d'un SMS d'Amanda Connor. Il a laissé une note disant qu'il était désolé que tout entre nous soit un mensonge. Je ne comprends pas ce qui se passe. Vincent a supprimé le message sans répondre. Amanda avait fait son choix et les conséquences ne pouvaient pas être annulées par des excuses ou des explications. Elle devrait vivre avec l'épave de leur mariage, tout comme il devrait vivre avec la connaissance de ce qu'il avait fait pour préserver son honneur. La justice avait été rendue froide et finale comme tombe d'hiver. Mais Vincent Torres avait appris quelque chose que Catherine Morrison n'a jamais compris, certaines victoires ont coûté plus cher que les défaites, et une certaine justice était trop chère pour quiconque. La guerre était terminée. Tout le monde avait perdu. C'est là que notre histoire touche à sa fin.